Donc j'ai inventé dans ce roman, le dormeur s'éveillera-t-il, le contraire. C'est-à-dire qu'on n'a pas inventé le nucléaire, mais qu'on a inventé les plateformes solaires spatiales. Et on sait bien que les plateformes solaires spatiales, lorsqu'elles transmettent leur énergie sur Terre, la transmettent à travers les micro-ondes. Et les micro-ondes, il n'y a rien de plus dangereux, c'est quelque chose d'absolument mortel. Donc les écologistes qui ont lutté toute leur vie contre cette énergie nucléaire, cette énergie solaire, vont redécouvrir la possibilité de l'énergie nucléaire qui, elle, est totalement différente. Cette expérience, je l'ai rencontrée dans un lieu très particulier qui est la vallée de la Meuse. J'ai fait un reportage dans la vallée de la Meuse et j'ai vu ce que le 19e siècle en avait fait. C'est-à-dire que ça a été un endroit industriel d'une force absolument étonnante. À l'époque, on utilisait le charbon d'une manière délirante et toute la vallée était absolument fusillée, noire, les villages foutus en l'air. Et au bout de tout ça, on avait créé une toute petite centrale nucléaire qui s'appelle la centrale de Tiange. Et là, j'ai attiré beaucoup d'ennemis. Et c'est une petite centrale blanche qui dégageait un petit jet de vapeur très propre. Et j'ai pensé quand même qu'il y avait quelque chose d'assez bizarre. Et c'est à partir de là donc, que j'ai fait cette inversion de la lutte des écologistes contre le nucléaire en la transformant en une lutte contre le solaire. Au-delà de ça, il y a un personnage très énigmatique qui va durer tout le long du roman, qui s'appelle le dormeur. C'est un personnage, on ne sait pas exactement d'où il est né, d'où il est sorti. Voici, c'est une jeune femme qui en a accouché, mais elle ne sait pas exactement pour quelle raison. Cet enfant est d'une intelligence extraordinaire, peut transmettre de temps en temps des idées, mais il dort en permanence et jusqu'à la fin du roman, d'ailleurs, il ne s'éveillera jamais. Par ailleurs, j'ai aussi introduit dans ce roman une nouvelle possibilité d'énergie qui n'est pas exploitée aujourd'hui. Je pense qu'il est absolument indispensable, c'est l'énergie marine. Parce que j'avais longtemps suivi les travaux de Georges Claude, qui avait inventé plusieurs solutions, dont en particulier la différence entre les températures entre la mer, entre le bas de la mer et le haut de la mer, à partir de laquelle on peut produire de l'énergie d'une manière absolument extraordinaire, sans jamais rien polluer. Il y a aussi l'énergie des vagues et l'énergie des courants. À partir de ces trois éléments, on peut construire des centrales marines absolument extraordinaires qui produiront de l'énergie gratuite, sans aucun problème pour l'environnement, alors que toutes les autres centrales, quelles que soient les solutions que nous proposons, dès qu'il y a une action, il y a réaction. Là, dans ce domaine-là, il n'y en a pas. Il y en a eu, par exemple, pour la centrale de la Rance, qui a été une bonne idée au départ, mais qui finalement a totalement neutralisé l'estuaire de la Rance, au point qu'on a dû entièrement supprimer la centrale pendant un temps, redraguer la Rance et la réhabiliter, la centrale. Donc les centrales hydroélectriques de barrage ne sont pas non plus, sur la mer, ne sont pas aussi une solution. Mais celle-là en est une. Donc j'ai voulu exploiter toutes ces possibilités de l'énergie future à travers ce roman, à travers d'autres épisodes évidemment qui sortent de cette transformation de la société, du fait que tout a été brouillé, que toutes les normes qui la construisent ont été balayées et que le monde se reconstruit petit à petit. En tout cas, je ne débattrai pas sur le nucléaire, mais en tout cas, il y a une capacité à nous surprendre, en fait, toujours présente chez Philippe Furval. Parmi les nombreuses facettes de ses œuvres, il y en a une aussi qui est assez intéressante et qui est importante, c'est le rapport à l'autre. Bon, le rapport à celui qui est à l'étranger. Alors, il y a deux exemples que j'aimerais envie que tu développes un tout petit peu, en fait, qui sont très différents. Le premier, c'est celui du Ressac de l'espace, avec cette civilisation qui est, au sens propre, quasiment surréaliste, qui crée des œuvres absolument incroyables, alors que c'est une sorte de petite amibe, je crois, une sorte de... C'est une race qui est assez mochetинgue et qui
et qui est une sorte de parasite mental, hein, et qui a besoin d'autres civilisations pour construire on va dire, ces mondes absolument merveilleux ou infernaux selon l'angle qu'on prend. Et l'autre type d'autre, c'est l'autre près de chez nous, l'autre ici sur Terre, hein, et avec Akiloé qui est le sauvage, en fait, hein, l'image du sauvage, du bon et du mauvais sauvage. Et c'est important peut-être que tu en dises un mot, parce que ce roman, je ne sais pas si vous avez une idée quand même, on parle de plusieurs types de romans. Hein. Le Ressac de l'espace, c'est son deuxième roman qui date de 1962. Cette chère humanité est sortie, je crois, en 1977. Et Le Dormeur, 2 ans plus tard. Bon, juste à temps, c'est le dernier que je vous conseille donc, de lire, qui est sorti l'année dernière. Hein, et là, Akiloé, c'est un roman qui est un roman qui se donne comme un roman réaliste au départ, et qui est paru tel un roman totalement réaliste, justement, trop, puisqu'en fait, il y avait les 2 dimensions au départ dans le roman qui est sorti en 1989, je crois, et qui va ressortir cette fois-ci non expurgé. Et c'est intéressant par rapport à à l'état de l'art du monde littéraire, y compris par rapport à la science-fiction, que de parler de cet exemple-là. Donc le rapport à l'autre, et en particulier à Akiloé, et c'est intéressant que tu donnes l'anecdote sur ce qu'était ce livre quand il est paru, et ce qu'il va être demain, lorsqu'il va reparaître. Oui, donc c'est un roman que j'ai... Pour moi, personnellement, le métissage, c'est vraiment l'avenir de l'humanité, donc c'est vraiment quelque chose à partir duquel je tends à travers tous mes romans pour montrer que c'est véritablement la solution finale, de façon à ce que tous les hommes puissent fusionner, s'entendre et devenir une véritable fédération, non pas européenne, mais interplanétaire. Et donc dans le premier roman, Le Ressac de l'espace, je suis parti d'une idée qui à l'époque n'était pas tellement fréquente, c'est que 99,9% des extraterrestres étaient véritablement des envahisseurs prédateurs et véritablement méchants. Et moi j'ai voulu justement trouver un extraterrestre qui ne l'était pas. Il n'avait qu'un inconvénient, c'est le fait que c'était un extraterrestre parasitaire et qu'il était obligé de vivre avec les habitants des planètes qui le transportaient et avec lesquels il était en osmose. Et donc il a épuisé la race de la planète sur laquelle il était, et il va se trouver dans les environs de la Terre. Et donc par intérêt, le personnage principal, qui s'appelle le capitaine Dürer, va ramener sur Terre ce Tzalk, et va donc, comme il se reproduit par scissiparité, il n'a pas besoin, il n'a pas de sexualité, il va petit à petit envahir la Terre, et donc lui va transformer l'être humain parce qu'il leur propose une véritable vision harmonique de leur pensée. C'est-à-dire qu'il va leur amener la culture, il va leur amener le goût de l'art, le goût de la musique, et tout ce qui est passionnant pour moi, il va leur donner des possibilités. Il va par exemple transformer les espaces en immenses jeux d'échecs où les êtres humains vont pouvoir être des pions humains qui vont pouvoir être autonomes et réagir par rapport à un jeu d'échecs complètement multiracial. Et donc voilà ce que j'ai voulu montrer, qu'on peut avoir un extraterrestre totalement différent de tous ceux qui ont été exposés jusqu'à présent, sauf qu'évidemment il y a des gens qui ne peuvent pas supporter cette domination, et donc peu à peu il va y avoir une contestation qui va partir sur Vénus et revenir en force pour libérer la Terre de ces extraterrestres qui eux-mêmes d'ailleurs périclitent peu à peu, comme sur les précédentes planètes qu'ils ont explorées. Alors Akiloé, c'est tout à fait différent, c'est un roman d'apprentissage, mais d'une manière totalement différente. Il revient d'un voyage en Guyane. Pour moi, la Guyane, ça a été une des plus grandes expériences. Il faut dire que j'ai, du fait d'être rédacteur en chef et d'être d'un journal extrêmement porté sur la technologie de tous les pays, j'ai voyagé dans une 50aine de pays. Et donc j'ai pu voir au fin fond de Madagascar des problèmes de l'eau, au fin fond de Bangladesh, les problèmes de l'eau à l'envers parce qu'il y en avait trop. J'ai vu comment l'humanité souffrait, comment les êtres humains réagissaient par rapport à cette souffrance, par rapport au climat dans lequel ils vivaient, qui sont souvent des climats intenses et extrêmes. Et donc essayer de montrer comment un être humain pouvait, dans des circonstances particulières, évoluer d'une manière totalement différente. Il se trouve que ce personnage, donc, que j'ai inventé, parce que j'ai été
à l'époque, comme j'étais journaliste et privilégié, donc j'ai pu voyager dans des endroits en Guyane totalement interdits aux habituels voyageurs, même touristes. Et donc j'ai pénétré auprès d'une tribu qui s'appelle les Wayana, dans un village qui s'appelle Pidima. Et j'ai inventé à partir de là, c'est quelque chose qui s'est produit à plusieurs reprises, le fait que des officiels ou des touristes, on ne sait pas exactement, sont venus dans ce village et que petit à petit tout le village est mort, sauf le père du personnage principal, sa mère et sa deuxième femme. Alors petit à petit son père va mourir, sa mère va devenir folle et sa deuxième femme va accoucher d'un enfant mort-né qu'il va associer à un petit haï, un petit paresseux, un animal extrêmement étrange qui habite la Guyane, les forêts de Guyane, et qui va devenir son ami intense, un personnage extrêmement lent, qui est très émouvant. Donc il va se trouver complètement perdu, mort, à moitié mort, et sa mère, quand même, dans un dernier réflexe, va l'entraîner vers le dernier village avant la mort de la civilisation, qui s'appelle Maripasoula. Et à partir de là, il va être entraîné dans un autre village qui s'appelle Papaishto, dans lequel il rencontre un gendarme et une institutrice qui s'appelle Clarisse, et qui est extrêmement attentive à ce jeune primitif. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'à travers tout cet itinéraire que je vais vous raconter, c'est que ce personnage reste toujours un personnage attaché à l'imaginaire. C'est-à-dire qu'il est pétri du souffle de la forêt, puisque le roman s'appelle aujourd'hui Akiloé ou le souffle de la forêt.